Nous sommes mardi aujourd'hui et novembre tire petit à petit vers la fin. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette aventure. C'est l'occasion pour nous aussi de vous inviter à plus de prudence en circulation parce que à l'orée de la fin d'année, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'accidents de la circulation, beaucoup d'événements et il faut faire attention et surtout se rapprocher de son Dieu et pouvoir profiter de lui demander de vous faire passer à l'année 2026 en bonne santé. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai une pensée spéciale à l'endroit de tout le monde, de tous ceux qui sont malades précisément, ceux qui sont des accidentés. Que Dieu étende la main sur vous et que Dieu vous apporte la guérison. Prenez soin de vous, surtout en circulation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Ravi de vous retrouver chaque matin pour cette émission. Aujourd'hui, on parlera des métiers manuels de fil et de l'aiguille, notamment les habits à base de laine, des tricots, des colliers, en tout cas les métiers manuels. Il y aura un salon qui va rendre hommage à tous ceux qui sont dans ce métier-là. On parlera de ce salon dans un instant dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on parlera d'un festival aussi, le festival du Nakambe, qui va se tenir les jours à venir et on en parlera également sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso et merci de votre fidélité. L'aventure démarre tout de suite et maintenant avec la première rubrique, c'est à la découverte d'eux qui nous amène au niveau donc de Pabré. Le petit séminaire Saint-François de Sales donc de Pabré, c'est ce petit séminaire-là qui célèbre son centenaire en 2025. Donc cette année, il faut dire que c'est vraiment un certain nombre d'activités tout au long de l'année scolaire, pour ne pas dire l'année 2025. Depuis janvier, les activités ont démarré. Ce sont des activités qui vont se tenir jusqu'en décembre prochain. Mais c'est surtout une année donc de célébration. Mais nous avons décidé aussi de vous amener à la découverte de l'histoire surtout du petit séminaire de Pabré qui fait partie bien sûr des anciens établissements secondaires donc du Burkina. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire avec le père supérieur donc du petit séminaire de Pabré. Et nous allons écouter Abbé Kuala et on revient. Une histoire de 100 ans, alors on s'imagine ce qu'il a pu y avoir depuis les origines jusqu'à maintenant. Mais il a fallu au tout début la conviction d'un homme de foi et de vision, qui n'est autre que Monseigneur Joanny Thévenoud, et missionnaire père blanc. On peut dire que c'est le véritable fondateur de l'Église Famille de Dieu en Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui Burkina Faso. Il est arrivé dans notre pays en 1903 et il y restera jusqu'à sa mort en 1949. Alors c'est lui qui, en tant que vicaire apostolique de Ouagadougou, c'est-à-dire l'étape qui précède la création d'un diocèse, a voulu un séminaire. Donc, séminaire, ça vient du latin, un mot latin qui signifie pépinière. Donc, je disais que ça venait d'une conviction parce que les pères blancs et Monseigneur Thévenoud en particulier portaient cette conviction selon laquelle l'Église n'est véritablement établie dans un milieu, et elle n'est véritablement enracinée que si elle a des prêtres autochtones, des prêtres indigènes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des fils du pays qui deviennent prêtres pour porter l'évangile à leurs frères. Vous voyez, le sacerdoce des fils du pays, c'est le fruit de l'évangélisation. Et comme le dira plus tard le pape Saint Paul VI à Kampala, vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Donc, il fallait bien qu'il y ait des prêtres noirs, des prêtres de notre terroir, pour œuvrer dans un premier temps aux côtés des missionnaires qui sont venus de l'Europe et de la France particulièrement, et ensuite prendre la relève pour que ce soit une église authentiquement africaine, voltaïque, burkinabé. Donc, le petit séminaire de Pabré vient de cette conviction
de Monseigneur Thévenot, du poste missionnaire, vous voyez, on est encore à une dizaine d'années de la création du séminaire. Ensuite, il va y avoir le problème de l'eau à résoudre. Parce que la zone, contrairement à ce qu'on pense voir aujourd'hui, ce n'est pas une zone bien arrosée en réalité. Donc, on a créé le barrage de Pabré en 1915-1916, qui se trouve par là être le tout premier barrage du Burkina. Et c'est par la suite maintenant, avec l'implantation d'autres œuvres, à commencer par la paroisse de Pabré en 1923. Et le séminaire va suivre dans la foulée de l'école cléricale, parce que quand les pères sont arrivés à Ouagadougou, ils ont mis en place l'école cléricale. Quand ils ont créé le poste missionnaire de Pabré, il va y avoir 4 œuvres dans ce nouveau poste missionnaire-là, à savoir la paroisse, ensuite le premier centre de formation des catéchistes, qui va être ensuite transféré à Dulungu, puis aujourd'hui à Donsin, dans son site actuel. Et il y avait également une école enfantine qui devait un peu préparer les enfants avec l'école cléricale là, à l'entrée au séminaire. Donc le séminaire est venu comme 4e œuvre. Et quelques années après, il y aura bien sûr l'implantation du noviciat des Sœurs de l'Immaculée Conception, toujours sur le même site. Donc tout ça, c'est sur le même site et le site actuellement est confié à la gestion du séminaire, bien sûr, au nom de l'archidiocèse de Ouagadougou. Le séminaire a vu le jour précisément en septembre 1925. Voilà pourquoi nous disons que c'est une année jubilaire, 1925. D'ailleurs, on a fait l'ouverture du jubilé le 25 janvier 2025 et le jubilé va s'achever le 24 janvier 2026. Donc, c'est toute une année. Le petit séminaire de Pabré est le premier établissement secondaire du Burkina Faso. C'est par son ancienneté. Alors, vous voyez, c'est un site justement à valoriser avec la collaboration, bien sûr, du ministère, parce que ça fait partie de l'histoire de l'éducation, Pabré. Et il y a pas mal de choses à ce niveau. Vous voyez, à la matière, vous pouvez citer des grands noms. Mais combien savent qu'un Laurent Bado, c'est un ancien de Pabré? Ou qu'un Joseph Kizerbo, premier agrégé d'histoire de l'Afrique noire, c'est un ancien de Pabré? Ou que Maurice Yamoyego, premier président de la Haute-Volta indépendante, c'est un ancien de Pabré? Ou encore le docteur Jean-Baptiste Ouedraogo, un autre président, vous voyez, le cardinal Paul Zumrana, Monseigneur Dieudonné Yougouaré, premier évêque africain noir de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est un ancien de Pabré. Donc il y a pas mal de noms comme cela qu'on peut citer. Et pour nous, c'était important, et c'est toujours important, de valoriser toutes ces figures-là. Donc cela entre dans notre vision aussi de la célébration du jubilé et de faire connaître ces figures historiques, non seulement pour le petit séminaire de Pabré, mais aussi pour l'histoire de notre pays et de l'Église Famille de Dieu. Revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux Sidoya. À la une de Sidoya, Canet Santé, la crampe, ces symptômes banals peut cacher un manque de vitamine D. Respect de la ponctualité et de la présence au poste, le ministre Pengwende Gilbert Ouedraogo effectue une visite inopinée. Trait de plume, l'esprit Nkrumah. Complexe scolaire de Bonnerville, le Premier ministre visite l'infrastructure. Cour des comptes, le rapport 2024 remis au président du Faso. AUS, les experts en conclave à Ouagadougou. Philo 2025, du sport pour ouvrir la foire. Amende de qualité saisie, l'opération de vente aux enchères a débuté. Lutte contre la contrebande, 2375 litres d'essence saisis à Manga et à Zabré. Ouagadougou, le prix du vaccin anti-rabique fixé à 1400 francs CFA. À la suite du journal Sidoya, place au journal L'Observateur Parga.
À la une de l'Obs, audience président du Faso, la Cour des comptes remet son rapport 2025. Mort de Jimmy Cliff, c'était aussi notre frère burkinabé. Importation des hydrocarbures, la douane ferme des oléoducs frauduleux à Manga et à Zabré. Litige foncier Manéilou, le ministre de la Sécurité balise le terrain pour une stabilité durable. Extrémisme violent et radicalisation, retraite à Ziaré pour prévenir et lutter contre des maux pernicieux. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, présidence du Faso, le rapport 2024 de la Cour des comptes remis au capitaine Ibrahim Traoré. Personnes possédées, les batailles entre croyances, sciences et survie sociale. Trafic illicite d'hydrocarbures, deux réseaux épinglés à Manga et à Zabré par la douane. Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES, des hauts fonctionnaires balisent donc le terrain à Ouagadougou. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Seydou Koulibaly, DG de la police municipale de Bobo. La police municipale est aujourd'hui un acteur clé du développement local. Promotion des produits locaux, échanges commerciaux. La foire internationale de Bobo bat son plein. Autant le dire, mobilisation générale et mise en garde, ça doit être permanent. Sécurité routière, vaste opération de désensablement des routes à Bobo. Au palais de justice, à la barre pour avoir tué sa mère par étranglement. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, présidence du Faso, la Cour des comptes au rapport, crise de chefferie à Yargatenga, la mise en garde du ministre de la Sécurité, retard et absence d'agents à leurs postes respectifs au MCCAT, le ministre Gilbert Ouedraogo tape du poing sur la table. Commande publique, l'ARCOP et les acteurs de la justice veulent harmoniser leurs vues. Révélation, usine Brafaso, les portes s'ouvrent officiellement aujourd'hui. Vaccin antirabique à Ouaga, le coût fixé à 1400 francs CFA. Contrôle des plaques d'immatriculation, il faut prendre la pleine mesure de la situation. Et nous terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, 7e sommet Union européenne, Union africaine en Angola. Migration, casse-tête et crève-cœur pour les deux continents. Cour des comptes du Burkina, le président latin Poda remet le rapport 2024 au chef de l'État. Confédération AES, les grands commis déblaient le terrain. Le karma des hommes et des femmes, une exploration physique et métaphysique. W. Méliane Aïda Ouedraogo. Présence et ponctualité au poste du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le ministre Gilbert en visite inopinée dans son département. Espace culturel Barceau, résilience en fresque, vernissage. News du jour, l'abbé Justin Zangré, recteur du grand séminaire Saint-Pierre-Paul de Kassongue, la légende jamaïcaine du reggae, Jimmy Cliff, s'est éteinte. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et on commence par parler de la Faso qui revient. Absolument, qui revient sous une autre appellation, à savoir SN Faso. Vous savez très bien que cette usine a connu des péripéties, des prix rocambolesques pour le Burkina Faso. Vous savez très bien que c'est notre bien commun, c'est-à-dire Sogli de Fada, qui avait effectivement eu l'idée donc de créer cette usine de Brafaso, qui avait effectivement à son temps fait la fierté de Burkinabé. Mais par la suite, puisque dans cette affaire, il y a des rumeurs, il y a des informations fondées. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que l'usine a eu des difficultés pour fonctionner. D'après les informations
que nous avons recueillis en tant que journalistes, c'est parce que le promoteur voulait introduire les boissons alcoolisées, ce qui était considéré comme une chasse gardée d'une certaine brasserie au Burkina Faso, ce qui lui a donc valu tous les obstacles qui ont été dressés sur son chemin. Finalement, c'est l'État burkinabé qui a donc repris cette usine, et aujourd'hui, donc, c'est une usine nationale. Si vous passez au niveau de Komsilga, vous voyez l'état de délabrement dans lequel se trouvait l'usine. Oui. C'était vraiment avec un pincement au cœur qu'on voyait que c'était tout à fait difficile, surtout pour un pays qui doit mettre l'accent sur le secteur privé. Parce que vous savez très bien que le secteur privé, c'est un secteur qui mobilise les ressources, qui travaille pour la croissance. Mais si le secteur privé est confronté à des difficultés entre guillemets insurmontables, c'est le rôle de l'État d'intervenir. D'intervenir pour non seulement réguler, mais aussi donner un nouveau souffle à cette entreprise-là qui avait effectivement beaucoup d'emplois, que ce soit des emplois directs ou des emplois indirects. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle dynamique qui est enclenchée par le capitaine Ibrahim Traoré, à savoir faire en sorte que les secteurs vitaux de notre économie aient un regard, pour ne pas dire, en tout cas une maîtrise de la part de l'État par rapport à ces structures-là. Vous avez certainement suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de la fois passée, de la semaine passée donc, où on a nationalisé la SN Citec, on a également nationalisé la SN Sosico, et cette démarche qui consiste à faire en sorte que l'État ait un regard sur les secteurs vitaux va se poursuivre. Parce que quand on parle de souveraineté, même quand vous regardez les grandes nations, il y a des secteurs où l'État n'accepte pas de la pagaille. Parce que vous savez très bien que, surtout quand vous avez affaire à des investisseurs étrangers qui viennent avec pour mission de se faire seulement de l'argent, tout en ne respectant même pas le cahier de charges. Vous avez vu que même dans les domaines miniers, il y a beaucoup de structures par le passé qui ne respectent pas en fait les clauses contenues dans les différents cahiers de charges. Donc avec la nouvelle dynamique de la révolution progressiste populaire, il y a un nouvel élan qui est impulsé dans la gestion donc, des secteurs économiques importants du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans les titres, c'est donc l'inauguration de cette usine SN Brafaso pour le grand bonheur, n'est-ce pas, de la population burkinabé. Parce que, il y a, comme je l'ai dit, il y a des emplois directs, et des emplois aussi indirects. Et comme, d'après les informations, il y aura d'autres productions également, d'autres types de boissons, donc qui ils vont peut-être concurrencer avec ceux qui sont déjà sur le terrain. C'est dans la concurrence que effectivement on peut faire le bon choix, et cela va donc contribuer à offrir plus d'opportunités, plus de choix pour les consommateurs. Donc, et les retombées économiques aussi. Absolument, pour les pays. Important. Et donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est de souhaiter, en tout cas, bon vent à la SN Brafaso, et que le Burkina Faso puisse continuer de s'affirmer comme un pays qui a résolument pris l'engagement de sa souveraineté économique, politique, militaire, etc. On a hâte de voir les images de l'intérieur. Vous allez y l'intérieur. faire un tour après? Oui, parce que moi, il y a pas le week-end dernier seulement, je passais et puis j'ai vu le mur là. Tout à fait. Donc déjà, ça donne envie de voir Absolument. À l'intérieur. Et quand on regarde aussi le temps qui est consacré, qui a été en tout cas qui a été mis pour rénover cette usine-là, c'est vraiment à féliciter. Tant mieux. Deuxième sujet, là on parle de l'AES, rencontre des experts de l'AES à Ouagadougou. De quoi il est question? Il est question de préparer le terrain pour la rencontre des ministres des Affaires étrangères. Vous savez très bien qu'il y a eu le premier collège donc, des chefs d'État de l'AES qui s'est tenu donc à Yamé. Et à la fin donc de cette année, il y aura une autre rencontre, si j'ai bonne mémoire, qui va se tenir à Bamako au Mali, parce que c'est le Mali qui assure la présidence tournante donc, de la Confédération des États de l'AES, de l'AES. Donc,
C'est les experts, donc des différents, notamment des ministères étrangers, vont travailler pour préparer le terrain pour les ministres et qui vont donc à leur tour également préparer le terrain, préparer le dossier, peaufiner toutes les stratégies possibles pour donc soumettre cela à l'appréciation des trois dirigeants de l'AES. Il faut d'abord faire une sorte de flashback pour dire que depuis que l'AES existe, il y a eu beaucoup de résultats qui ont été engagés. Je prends par exemple récemment le convoi de 82 citernes de carburant qui ont été convoyés par la force unifiée de l'AES du Niger vers le Mali. C'est un acte important, c'est un acte préméditant qui montre effectivement que l'AES, ce n'est pas seulement des paroles en l'air, ce sont des actions concrètes qui se mènent sur le terrain. Vous savez très bien que depuis un certain temps, le Mali, Bamako principalement et certaines autres villes sont soumises, certaines villes sont soumises à un blocus. Mais ce blocus n'est pas un blocus aussi criard comme le pensent certains, parce qu'il y a aussi une alimentation qui est faite par certains médias qui veulent chaque fois mettre en avant des narratifs pour nous décourager. Mais l'action vigoureuse de l'AES a permis effectivement d'atténuer les actes liés à cette situation, d'atténuer en tout cas la souffrance des populations. Donc les grands commis de l'AES, les experts, sont donc en conclave à Ouagadougou pour effectivement voir qu'est-ce qui est fait, ce qu'on appelle l'état des lieux, pour voir qu'est-ce qui est fait et quels sont les correctifs qu'il faut apporter à la marche de l'AES. Et maintenant soumettre leur analyse et leurs réflexions au ministre des Affaires étrangères de l'AES qui, à leur tour également, vont peaufiner ces différentes stratégies, ces différents documents et les soumettre, bien sûr, à l'appréciation des dirigeants qui vont se réunir, comme je l'ai dit, à Bamako, dans le cadre du 2e collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Donc, nous pouvons donc dire que l'AES est sur la bonne voie. Et c'est vrai que d'autres sont impatients de voir la monnaie de l'AES, et qui semble être actuellement la plus grande doléance des populations. Et je pense qu'au même titre que les populations, les dirigeants aussi de l'AES savent que sans une véritable indépendance économique, financière, cette indépendance-là ne peut pas être réelle. Donc c'est sûr que le capitaine Ibrahim Traoré, le président, le général Assimi Goïta, le général Abdelman Tiani, les trois dirigeants de l'AES travaillent avec les experts, et chaque fois qu'il y a une sortie médiatique d'un officiel de l'AES, on voit effectivement que cette question de la monnaie revient. Et je pense que les experts aussi vont s'y pencher. C'est vrai que ce sont des experts du ministère des Affaires étrangères, mais comme c'est un ensemble, certainement il y aura des techniciens des autres ministères, et de façon globale, de façon holistique, ils vont donc s'adresser à ces différentes questions liées à l'AES, qui est le choix des peuples de cet espace, un choix qui est dicté par les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les populations, et c'est la voie donc qui va nous mener véritablement vers la souveraineté et vers l'indépendance réelle. Merci beaucoup, Elage. Merci pour ces analyses. Merci. Restez avec nous. En tout cas, sur Ouagadougou, ces temps-ci, il commence à faire froid. Donc, on va vous inviter encore. Les conseils pratiques, c'est bien se protéger, bien pommader les enfants, appliquer le beurre de karité au niveau des lèvres, des narines des enfants. Protéger bien ces enfants avec les chaussettes, les gants s'il le faut, les bonnets. N'oubliez surtout pas de protéger ces enfants du froid. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause, le temps de retrouver nos invités. Nous recevons comme invité ce matin Madame Rosine Kibora, promotrice du Salon international des métiers manuels du fil et des aiguilles de Ouagadougou, entendée par la SIMFAO. Bonjour à vous, Madame Kibora.
Bonjour, Madame Nkema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pour justement aussi situer encore les téléspectateurs, habituellement, on vous a reçu pour parler du tennis de table. Oui, c'est bien la même personne, mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du salon, donc, de ces métiers manuels-là. Madame Kibora, est-ce que vous-même, vous pratiquez ces métiers? Ah oui, ah oui. Ah oui, je pratique le métier, mais avant d'aller un peu plus devant... Ok, on va vous inviter à parler un peu plus fort aussi. Voilà, avant d'aller un peu plus devant, je voudrais saisir une fois de plus cette opportunité qui m'est offerte pour remercier Savane Média dans toute son entité, depuis le sommet jusqu'à la base. Oui, pour la confiance qui nous est faite, pour ce partenariat qui est là depuis déjà quelques années. Merci en tout cas de me recevoir chez vous. Alors, pour répondre à votre question, je pratique. Alors, je fais la broderie, je fais le crochet, je fais le tricot, je couds. Voilà. Et cela depuis que je suis... la couture, ça, j'ai commencé quand je travaillais déjà. Parce que les tailleurs, avec les faux rendez-vous et autres, ils m'ont énervé. J'ai dit, bon, ben, vous n'êtes pas des êtres exceptionnels. Si vous arrivez à coudre, moi aussi, je peux. Je suis allée acheter ma machine à coudre sans savoir même comment il faut pédaler. Ah oui. Ah oui. Et j'ai commencé comme ça, j'ai cassé beaucoup d'aiguilles, mais au finish, j'y suis arrivée et aujourd'hui, je peux me coudre certaines tenues. Alors, mais pour la broderie, le crochet, le tricot, ma maman, c'était aussi une artisane. Alors, toute petite, je me rappelle, je devais être en classe de CE1, que j'ai commencé à apprendre à tricoter avec ma mère, avec les rayons de vélo. Voilà. Et c'est parti comme ça. La passion est née, elle est restée, et elle a perduré et elle est toujours là. Il faut dire que Madame Kibora, vous avez réussi à avoir plusieurs casquettes en même temps. Hein. Travailler, faire par exemple du tennis de table, faire aussi la broderie, tricoter, coudre. Bon, pas coudre forcément pour les gens, mais... Pour le public, oui. Pas pour le public, mais pour vous-même. Et ma famille. Ah oui. Oui, et ma famille, ah oui. Parce que je me rappelle que... à mes débuts de ma profession, quand j'ai fini mes études en 82, quand j'ai fini mes études universitaires, que j'ai commencé à travailler, j'étais dans une structure où j'avais vraiment le temps. Voilà, il n'y avait pas beaucoup à faire. J'ai demandé si je pouvais quand même occuper mon temps pour tricoter. On m'a autorisé. Et j'avoue que cette période a été vraiment une période qui m'a beaucoup lancée. Parce que j'ai tricoté des pullovers, des châles pour ma mère, pour mes frères, mes soeurs. C'est une passion plutôt. Hein. Ah, C'était pas vraiment pour vendre forcément. Non, pas pour vendre. Pour moi-même, pour ma famille, pour des amis qui me le demandent, c'est tout. Ah oui. Donc du coup, qu'est-ce qu'on loge dans le métier manuel du fil et des aiguilles? C'est quel métier on va loger à l'intérieur de ça? Alors, les métiers manuels du fil et des aiguilles, c'est tout ce qui se tourne autour du fil et des aiguilles. Alors, vous avez la broderie à la main, vous utilisez du tissu qui est fait à partir du fil, vous utilisez du fil pour broder par exemple les draps, les nappes de table, les vêtements, voilà. Et vous utilisez l'aiguille, voilà. Vous avez le crochet qui se fait avec une seule aiguille crochet. Vous avez le tricot qui se fait avec 2 aiguilles ou avec la machine. Pour fabriquer par exemple des sacs comme ça, hein, comme on voit à l'antenne. Oui, ça c'est le macramé. Ah, ok. Voilà, ça c'est le macramé qui se fait avec du fil. Vous voyez le fil qui est à côté du sac. Mais l'aiguille n'intervient pas. C'est juste les doigts
qui font des nœuds, une succession de nœuds pour aboutir au sac. Et ça s'appelle quoi? Le macramé. Voilà. Donc vous avez ça, vous avez le perlage aussi, où on utilise du fil et une aiguille pour faire une succession de colliers, de voilà, bracelets, comme voilà, le collier aussi qu'on voit. On a dit les perles, on fait des colliers, on fait les sacs, on fait beaucoup de choses avec ça aussi. Voilà, donc nous sommes focalisés sur ces métiers-là. Bon, il y a le tissage, mais nous estimons que le tissage n'a plus besoin de promotion, parce qu'on le connaît déjà, on connaît le pain tissé. Mais ces métiers que je viens de citer, la broderie à la main, le crochet, le tricot, le macramé, le perlage, quand on vous parle des métiers de l'artisanat, c'est très, 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 très rare d'entendre évoquer ces métiers-là dedans. Ce sont des métiers qui sont vraiment invisibles, qui sont pratiqués dans l'ombre. Et votre structure, c'est Art FIFA, donc art du fil du faso. C'est bien ça. Et quel est l'objectif de Art FIFA? Alors, Art FIFA est né de ce constat-là. Le constat que ces métiers-là ne sont pas visibles. Les femmes qui pratiquent ces métiers, elles ne sont pas connues. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à structurer ces métiers-là pour les rendre visibles, pour faire reconnaître ces métiers, pour que ces femmes qui font ça puissent aussi s'épanouir quand même un peu en arrivant à exposer leur savoir-faire, leur talent, à avoir aussi des marchés pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, en gros, voilà l'objectif de Art FIFA. Et pour le faire, il faut former, bien sûr. Il faut former. Donc, nous formons les femmes, justement, dans ces métiers. Celles qui y sont déjà, nous travaillons à les amener à un niveau supérieur pour qu'elles soient plus professionnelles, pour être plus compétitives. On a vu, on regardait la vidéo tout à l'heure, je crois que vous avez eu à former des femmes déplacées internes à ces métiers-là. Oui, c'est vrai. L'année dernière, nous avons formé 200 femmes déplacées internes. Nous en avons formé 100 à Nyoko 2, 100 à Kambouense. Et les spécificités, c'était le crochet et le macramé. Voilà. Donc ces femmes, elles ont appris à crocheter des sacs, des robes pour enfants, des bonnets. Pour le macramé, on leur a appris 2 techniques, voilà, pour faire des sacs. Okay. Alors, parlons maintenant du Salon international des métiers manuels du fil et des aiguilles de Ouagadougou. C'est la première édition. Vous venez de lancer justement donc, ce salon pour cette année. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire un salon pour ces métiers-là? Merci pour la question. C'est vrai, c'est la première édition du Salon international des métiers manuels, du fil et des aiguilles de Ouagadougou. Alors, c'est une première, parce qu'on entend parler de salon, de ci, de ça, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des métiers qui sont vraiment invisibles. Comment rendre ces métiers visibles? Ça, c'est la première question et le premier objectif du salon. Comment attirer l'attention des autorités sur ces métiers qui ne figurent même pas dans les référentiels des métiers de l'artisanat. Voilà, parce que nous avons essayé de mener une enquête. Peut-être que les choses sont en train de changer à l'heure actuelle, parce que nous avons commencé à en parler, ce n'est pas maintenant. Mais il y a à peine 1 an en arrière, on ne pouvait pas trouver ça dans les métiers de l'artisanat. Et quand nous
parlons avec les acteurs dans le domaine, ils reconnaissent effectivement qu'il n'y a pas, que ces métiers ne figurent pas dedans. Donc, l'objectif du salon, c'est pour faire aussi un plaidoyer auprès des autorités pour que ces métiers-là soient reconnus, pour que des actions soient entreprises, pour structurer ces métiers-là, pour que ces femmes puissent avoir des accompagnements, qu'elles soient encouragées dans ce qu'elles font, qu'elles sachent qu'elles aussi, elles ont leur pierre à travers ces métiers-là à apporter dans la construction de notre nation. Et pour finir, c'est encourager la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire celles qui sont là actuellement, qui pratiquent. Nous avons même des mamans, nous avons des grands-mères qui ont pratiqué ça, qui sont toujours là, grâce à Dieu, qui continuent à tricoter, à faire le crochet. Nous voulons, à travers le salon, amener ces mamans-là à transmettre aussi à la jeune génération les talents qu'elles ont. Voilà l'objectif. Le dernier, c'est d'ouvrir des marchés pour les femmes. Voilà, qu'il y ait des rencontres pour qu'elles puissent aussi avoir de la clientèle, parce qu'elles se plaignent beaucoup. Nous travaillons, mais nous n'avons pas de marché. Voilà. Et nous travaillons, mais nous n'avons pas la matière. Parce qu'effectivement, la matière manque. Il y a des mesures qui ont été prises qui font que le fil ne vient plus. Donc, par exemple, celles qui font la broderie, aujourd'hui, elles sont là, les bras croisés, parce que le fil qui fait la broderie, c'est du fil spécifique. Ce fil n'est pas produit ici. Quand j'ai pris contact avec l'usine Filsa à Bobo, ils ont reconnu que ce fil n'est pas produit chez eux. Et ils n'ont pas pu aussi me le produire. Ils ont pu produire d'autres fils. Parce que je suis allée avec des échantillons de fils que nous utilisons. Ils ont pris, ils ont regardé, ils ont pu produire ces fils-là. Et j'étais vraiment très contente. Mais les fils pour la broderie, non. Donc, ça veut dire que nos brodeuses, aujourd'hui, elles ne font rien. Oui. Parce qu'elles n'ont pas cette matière-là. Donc, voilà un des objectifs aussi du SIMFAO pour attirer l'attention du qui de droit, et voir qu'est-ce qui peut être fait pour que ces brodeuses qui faisaient vraiment la fierté de notre pays dans le temps. Parce que, si vous vous souvenez, au niveau du centre artisanal, quand vous voulez des nappes de table bien brodées, il fallait y aller. Ah oui. Mais aujourd'hui, le centre n'existe plus pratiquement. Il n'y a plus ces nappes de table-là, avec des personnages, etc. Et à l'étranger, c'était très prisé. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, il faut réveiller tout ça et puis permettre à ces femmes-là aussi de vivre de ce métier. Parce que c'est la question que je me pose. Généralement, quand on voit des femmes tricoter, c'est celles qui sont à la maison. Bon, ça semble ne pas être un métier bien organisé et tout. Est-ce que, je me demande bien si elles arrivent à en faire un métier où elles vivent que de ça. Est-ce que ces femmes-là peuvent vivre de ces métiers-là pleinement? Avoir du marché, travailler quotidiennement? Oui, dans le temps, parce que j'ai rencontré des artisanes qui sont aujourd'hui des grands-mères. Il y a une qui m'a dit, vous savez, Madame Kibora, moi, mon mari est parti me laisser tôt. C'est grâce au crochet, au tricot, au macramé que j'ai pu élever mes enfants, que j'ai pu les envoyer à l'école, qu'ils ont pu aller loin quand même. Et aujourd'hui, je ne peux pas ne pas dire que ces métiers-là ne m'ont pas apporté quelque chose. Parce que j'en ai vraiment fait mon métier. J'ai formé des gens. Je suis allée à l'extérieur au moins 7 fois à cause de ces métiers-là. Donc, quand elle m'a donné son témoignage, j'étais vraiment... j'étais ébahie et en même temps très contente d'entendre ce témoignage, que je souhaiterais que beaucoup d'autres aussi entendent. Parce que quand ces métiers sont méprisés, quand on les traite de petits métiers, il n'y a pas de petits métiers. C'est parce que ce n'est pas bien structuré. On peut en faire même une industrie à un moment donné.
Oui, parce que quand je regarde à l'image d'autres pays comme la Chine, où ils ont de la main-d'œuvre à revendre, nous en avons aussi ici de la main-d'œuvre que nous pouvons bien structurer et créer des structures où ces jeunes filles qui sont là, qui ne font rien, qui passent le temps sur le téléphone ou à faire ce qui ne doit pas être fait, si on arrive à regrouper ces filles là-bas, on va habiller les gens. Hein? On va faire vraiment des choses extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, avec notamment les crochets, avec la laine et tout, je crois que ce n'est plus que les bébés qu'on habille. Hein. Ah non, pas du tout. On peut l'utiliser soi-même pour coudre des tenues oui. pour grandes personnes. Ah oui, ah oui. Ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai, on n'est plus à l'époque de la laide. Hein? Voilà. Ah non, on fait des pullovers, des châles. Par exemple, la tenue que moi j'ai portée, on peut la reprendre avec le crochet. Ah oui. Voilà, ce que vous avez porté, on peut reprendre ça avec le crochet, mixé avec le cocodonda, mixé avec le faso d'Amfani. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que nous faisons, ça va venir revaloriser, donner encore plus de valeur à notre pain traditionnel. Vous voyez. Du coup, pour la première édition du salon, quelles sont les grandes activités que vous avez au programme? Alors, il y a l'exposition, l'exposition vente. Il y a des stands qui sont disponibles encore. Donc, celles et ceux qui veulent peuvent toujours prendre contact avec nous. Alors, il y a cette exposition vente-là. Il y a des ateliers pratiques où des femmes artisanes seront là pour animer. Et nous avons des jeunes filles. Nous avons demandé au ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, à travers sa direction régionale du centre, de nous envoyer des jeunes filles, des jeunes élèves, pour qu'elles viennent voir ce qui se passe. Et du coup, le ministère a estimé que c'était bon même qu'il y ait une forme d'immersion de ces jeunes filles-là pendant le salon. Donc, c'est ce qui va se passer. Il y aura des ateliers pratiques où ces jeunes filles-là vont venir et vont recevoir la matière, le fil, le crochet, les aiguilles, etc. pour apprendre sur place, voilà, à faire le crochet, à tricoter, à faire le macramé, à tricoter même à la machine. Voilà. Donc, il y a ça qui est au programme. Il y a des panels, voilà, qui seront animés par des experts au niveau des structures comme le ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale avec Femmes TIC pour apprendre aux femmes comment il faut vendre en ligne. Il y aura des panels sur des témoignages d'artisans vraiment confirmés. Il y aura aussi un concours qui va se passer sur place. Concours pour la créativité. Pour la créativité, l'innovation, que nous avons appelé le concours des pépites. Voilà, entre autres, ce qu'il y aura. C'est un concours sur quoi? Est-ce que ça concerne tous les domaines de ces métiers-là? Ça va être quoi concrètement? Alors, le concours va concerner toutes les spécificités qui seront là. La broderie à la main, si les femmes sont là, le crochet, elles sont nombreuses, le tricot, elles sont nombreuses, le macramé, elles sont nombreuses, le perlage, n'en parlons pas. Donc, ça va concerner ces spécificités-là. Nous allons mettre l'accent vraiment sur la créativité et sur l'innovation. Voilà. Ah oui. Maintenant, vous avez parlé des stands pour ces dames-là qui voudraient bien venir exposer ce qu'elles savent faire. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques? On peut avoir des stands à combien? Alors, oui, il y a des stands pour les artisans. Ces stands sont à 25 000 francs. Il y a les stands pour ceux qui font la restauration.
qui sont à 35 000 francs. Il y a les stands pour les institutions, les entreprises. Par exemple, une entreprise qui fait du tissage, qui évolue dans ce domaine, une entreprise qui évolue dans la couture à partir du textile produit localement. Il y a les centres de formation, voilà. Donc, eux, ils payent 50 000 francs pour le stand. D'accord. Et quels sont maintenant, on va laisser les contacts pour ceux qui voudraient bien vous appeler pour d'autres informations ou encore réserver les stands. Alors, pour nous contacter, vous faites le 70 17 75 22. C'est un WhatsApp. Alors, si vous voulez payer, vous pouvez le faire par Orange Money, toujours sur le même numéro, le 70 17 75 22, ou sur le 74 20 21 24. Alors, deux questions maintenant, toujours sur le salon. La thématique. Pour cette première édition, quel est le thème que vous avez retenu? Alors, nous avons retenu comme thème la résilience. Voilà. Des femmes par la promotion des métiers manuels, des aiguilles et du fil, et par leur développement. C'est ça qui est le thème que nous avons retenu pour cette première édition. Donc l'autonomisation et l'autonomisation et la résilience la promotion et le développement des métiers manuels du fil et des aiguilles. C'est vraiment pour leur permettre de pouvoir vivre de ce métier. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que si d'autres ont pu payer les études de leurs enfants avec ça dans le temps, les choses ont changé, c'est vrai, mais nous voyons toujours comment les femmes vraiment gèrent leur famille. Et nous savons que ça peut se faire si c'est vraiment bien organisé, si elles reçoivent les formations adéquates, voilà, dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour apprendre les techniques, mais pour se professionnaliser davantage et pour savoir comment gérer leur entreprise. Je pense que elles peuvent aller vraiment très loin avec ces métiers-là. Du coup, ce qui est important, rappelez-nous, ce salon se tient de quand à quand et dans quel lieu de Ouagadougou? Alors, le salon aura lieu du 5 au 7 décembre 2025 au siège du CIAO. CIAO ou FESPACO? Au siège du FESPACO. Ok. Je dis bien FESPACO. Voilà. Donc, c'est à partir du 5 décembre jusqu'au 7 décembre au siège du FESPACO. Voilà. Et quel est votre appel à l'endroit donc de celles qui sont dans ce métier-là? Généralement, ce sont des femmes. Hein. Je suis tentée de dire ceux ou celles. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont dans ce métier. Ici, on n'en voit pas, mais ailleurs. Ailleurs, on en voit. Alors, j'ai rencontré une structure du ministère de l'enseignement secondaire par rapport justement à la préparation du SIMFAO. Et il y avait un homme parmi nous. Quand on parlait, on ne fait que parler de femmes, de femmes. Et il nous a arrêtés, il nous a dit, mais écoutez, pourquoi vous dites que c'est des métiers de femmes? Et pourquoi ne pas travailler à mettre les garçons aussi dedans? J'ai dit, mais ce n'est pas seulement un métier de femme, parce que j'ai vu ailleurs des hommes, des papis même, qui tricotent et qui sont heureux de le faire. Voilà, qui vous font vraiment de ces choses extraordinaires. Il a dit, que parce que lui-même, quand il était petit, sa mère tricotait et lui, il a appris à tricoter. Donc, il y a des hommes dans ce métier. Donc, il y a des hommes dans ce métier. Voilà. Quel est votre message à l'endroit donc de tous ceux qui sont dans ce métier-là, des fils et des aiguilles? Alors, c'est juste leur dire de ne pas se décourager parce que leur métier n'est pas vu. C'est leur dire aussi de ne pas écouter ceux qui traitent ce qu'elles font de petits métiers.
c'est leur dire de prendre vraiment à bras le corps ce qu'elles savent déjà, les talents qu'elles ont en elles. Il y a de plus grands talents encore qui sommeillent. Voilà, de travailler à réveiller ces talents-là et à savoir que ce sont des métiers qui peuvent les amener très loin. Je leur lance un appel. Il ne faut pas qu'elles restent chez elles. Il faut qu'elles viennent au salon, qu'elles voient déjà ce que d'autres ont fait, qu'elles puissent aussi participer, par exemple, au niveau des ateliers pour les jeunes, qu'elles puissent participer, qu'elles puissent témoigner, dire ce que ces métiers leur ont apporté. Je lance aussi un appel au public, voilà, qui, entre griffes, méprise ces métiers-là. Je leur demande aussi de faire un saut au niveau du salon pour voir et toucher du doigt ce qui est réellement fait par ces femmes-là. Ce n'est pas seulement que la layette, ils verront et ils seront vraiment ébahis, étonnés, époustouflés. Merci beaucoup, Madame Kiboura. Et rendez-vous du 5 au 7 décembre prochain pour vivre la première édition du Salon international des métiers manuels du fil et des aiguilles de Ouagadougou, Simfao. Merci d'être passé. Merci à vous aussi de m'avoir prêté ce micro pour parler de ces métiers-là. Merci. Alors, je rappelle que nous étions avec Madame Rosine Kiboura, promotrice du Salon international des métiers manuels du fil et des aiguilles de Ouagadougou, Simfao. Et comme je le disais, c'est un salon qui va se tenir à partir du 5 décembre prochain jusqu'au 7 décembre au siège du FESPACO. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on installe d'autres invités. Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Cette fois-ci, nous allons parler du festival La Festina. Entendez par la festival donc du Nakambe. On en parle avec Madame Mariam Guébré Mambouré. Elle est secrétaire permanente du Festina, festival du Nakambe. Bonjour à vous, Madame Guébré. Bonjour, Madame. Bienvenue. Merci. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Après vous avoir rencontré sur le terrain au niveau donc du musée dans les mains de Niango. Oui. C'était en septembre dernier. Exactement. Avec l'équipe donc de l'agence Faso Tourisme. D'ailleurs, on va parler donc du musée dans les mains de Niango que nous avons présenté à cette émission tout à l'heure. Oui. Et parce que le festival aussi, dans ce programme-là, l'inauguration du musée. Exactement. Bienvenue. Merci. Alors, bien, madame. Nous sommes également avec M. Emmanuel Guébré, qui est le président organisation du Festina, donc Festival du Nord. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être ici pour nous parler de ce festival. Donc le festival du Nakambe. Comment ce festival est né, Monsieur Guébré? Merci pour la parole. Avant tout propos, nous allons dire merci à votre média, à travers le premier responsable, pour cette opportunité que vous nous offrez de parler du Festina. Alors, comme toute activité, ça a un début. C'est ça. Mais je dirais que c'est l'initiative d'un fils de Niao qui a la bonne volonté et il est affectionné par sa culture. Donc l'idée est là et ça mûrit petit à petit, et ça a pris son envol. Donc pour concrétiser, en 2021, il a dit, mais tiens, je veux faire quelque chose pour mon village en matière de culture. Donc c'est ça, la première édition a eu lieu en 2021. Okay. Et on a mis stop pour revenir cette année, avec force, par rapport à l'inauguration du musée, qui est un facteur très fondamental pour la culture Bissa. Mais ça a été quoi le problème pour qu'on fasse une pause de 2021 pour le plan de 2025? La pause, c'est stratégique. Okay. C'est une pause stratégique. Parce qu'on tenait à investir dans le musée que vous avez visité. C'est ça, c'est ça. Alors, je sais que si tout va bien, on va regarder encore les images. D'accord. Donc, pendant l'entretien. inévitablement, il fallait qu'on prenne les dispositions pour mettre tout en ordre au niveau du musée, que ça soit opérationnel. Vous savez bien, le musée,
ça demande beaucoup d'investissement sur le plan technique, financier, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi on a mis la pause, pour qu'on soit plus opérationnel 2025. C'est ça. Et 2025, vous êtes là? On est là. Madame Guébré, c'est quoi Oui. l'objectif d'un festival comme Festina? Oui, merci encore de me donner la parole. Je suis particulièrement très heureuse de vous retrouver sur le plateau. Et déjà, on ne fait que vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Alors, le festival du Nakambe, c'est vrai qu'on dit festival, il y a derrière ça les festivités, la fête. Bien sûr. Mais le festival n'est pas que fête, parce qu'elle regroupe plusieurs activités qui ont pour objectif de promouvoir la culture. Et la promotion de la culture, pour nous, c'est un élément fondamental pour une organisation sociale. Et donc, nous avons mis l'accent sur la promotion de la culture au niveau du Festina. Festina. Alors, pour cette édition, quelles sont les grandes activités au programme? Merci madame. Pour l'édition 2025, les grandes activités sont les suivantes. Ok. Alors, on a étalé sur 72 heures, c'est-à-dire le vendredi 28, le 29 et le 30. Alors, en termes d'activités phares, il faut dire que le vendredi, on va commencer par course féminine. Une course féminine. Les femmes vont pédaler. D'accord. Alors, pédaler pour l'éducation de mon enfant. Exactement. C'est ça le C'est message. thématique, c'est le message. Et elles sont déterminées pour vraiment prouver que l'éducation d'un enfant, ça commence par la maman. Et elles vont pédaler, mettre l'effort pour que les enfants y arrivent au bout du cursus scolaire. Alors, en plus de ces activités, il y a la prestation des artistes. Ça, c'est sûr, de façon transversale. Donc, il y aura prestation d'artistes dans les après-midi, normalement de 19h jusqu'à 23h. Donc, le vendredi, le samedi et le dimanche. D'accord. Alors, en plus de ça, il y a les activités de la rue marchande. Ça aussi, c'est transversal. Ça va se dérouler au niveau du site du musée, le vendredi, le samedi et le dimanche, également au niveau du site des manifestations. Alors, comme notre activité, on n'a pas oublié la santé. Il y a une équipe mobile qui va quitter Tinkourou pour venir pour des activités sanitaires. À l'intérieur de ces activités, il y aura le dépistage du col de l'utérus. Comme on dit que le mois rose et le mois bleu, c'est des mois qui se suivent, Oui. le cancer de l'utérus. Et puis, ce serait l'occasion au moins pour faire une journée de don de sang. On va négocier avec la population pour une collecte de dons de sang. Tout ça, c'est les collaborateurs de Tinkourou à travers la Direction régionale de la santé. Alors, en plus de ça, on a pensé au Nakambe. On ne peut pas parler du Nakambe sans une activité irrélative. Et c'est là qu'on a organisé une activité qui est la pêche. Ok, parce que c'est La ça. pêche. La pêche ne peut se faire nulle part si ce n'est pas dans l'eau. Vous êtes d'accord Dans avec le moi? Nakambe. Voilà, Nakampêche. Nakampêche. Voilà. Donc, on va inviter tous les pêcheurs du Burkina. Ils n'ont qu'à venir. On va les accueillir ce jour. Alors, également, il y a la course de pirogue. Ça aussi, ça ne se fait nulle part si ça passe sur le fleuve. Donc, ce serait l'occasion aussi de voir les meilleurs piroguiers Ok. du Burkina. C'est Donc, ça. en ricochet, je demande à tous les piroguiers qui s'intéressent à cette activité d'y passer. Alors, en plus de ça, vous savez, il y aura cross populaire. Avant ça, c'est le jour du 29. Le matin, on va quitter la commune voisine, faire le cross populaire jusqu'à notre commune, jusqu'au lieu du site des manifestations. Là encore, ça va demander une mobilisation. On va faire le footing et puis, bon, l'un dans l'autre, ça sera la cohésion sociale dont la thématique y est référente. D'accord. Voilà. Et bien sûr, l'activité phare, et je donne la parole à Madame Guévré, l'activité D'accord. aussi, l'une des activités phares, c'est en même temps l'inauguration, l'ouverture officielle du musée d'Olema. Je l'ai dit, en septembre dernier, nous avons eu le privilège, avant l'ouverture officielle, donc de visiter
ce musée-là que vous nous avez présenté. Tellement de merveilles à découvrir. Mais comme vous-même, vous êtes là, on va vous permettre de dire un mot sur le musée d'Olema. C'est quoi le musée? C'est quoi vous exposez là-bas? Et pour donner un peu d'informations à ceux qui vont venir pour l'inauguration. D'accord. Merci madame, c'est une question très importante. Et le musée d'Olema, c'est comme M. Guébré vient de le dire, a suscité l'arrêt du festival après sa première édition pour un investissement dans le musée. Le musée, c'est quoi? C'est toujours dans la promotion de la culture, la conservation des objets des peuples. Et donc, nous avons voulu nous investir dans ce point, en tout cas pour mieux comprendre notre origine, notre civilisation, notre manière de vivre et ensuite puiser au plus profond de nous pour une éducation et je dirais une éducation à l'africaine. C'est ça. Voilà. Préserver, conserver les valeurs culturelles. Exactement. Surtout ces musées de l'avenir, musées de la civilisation Bissa. Parce que c'est bien aussi de rappeler Niango est situé où pour permettre aux téléspectateurs de savoir nous parlons de quel peuple. C'est vrai. Voilà. Niango, c'est un village, une commune de la région du Nakambe, ex-centre-est, dans la province du Boulgou. Et elle fait frontière avec 2 régions, dont le plateau central, à travers le Ganzourgou, et le Nazinon. Voilà, on a laissé les anciens noms. Le Nazinon, voilà. Donc elle fait frontière avec Manga. Et donc, elle est située à 135 km de Ouagadougou. Et elle est également la première commune qu'on trouve juste après. Après commune de Bindé. Voilà, après Bindé. Donc, à partir de Tinkodowo aussi, en venant de Tinkodowo, c'est la dernière commune de la région du centre-est. Voilà, qui fait frontière. Nakambe maintenant. Voilà. Le Nakambe maintenant. Centre-est. C'est ça. Et donc, comme je disais, oui, donc on a les images que nous avons réalisées quand on est passé à Niango, donc pour visiter le musée. Et voilà, ça vous donne une idée, téléspectateurs, et puis ressortissants donc de Niango, de ce que vous allez voir pour l'inauguration. C'est sûr que après nous, il y a eu encore des travaux pour améliorer, perfectionner encore. Parce que nous y sommes allés, c'était en septembre, il y a quand même 2 mois pratiquement. Voilà, donc on vous invite vraiment à aller découvrir ce musée-là. Madame Guébré, donc ça sera l'occasion aussi d'inviter ceux qui nous suivent à venir découvrir votre musée. Oui. En tout cas, c'est une très belle occasion de venir découvrir le musée d'Olema de Niango. D'Olema qui veut dire garant des traditions. Voilà, donc dans ce musée, beaucoup d'objets sont exposés, voilà, et qui traduisent notre civilisation, notre vivre ensemble. Et dans ce musée également, vous avez constaté que elle n'est pas que chose bissaphone, elle n'est pas que Bissa. Il y a des habitats Gouroussi, des habitats Moara et des habitats Peul pour montrer à quel point la cohésion sociale est un élément essentiel dans notre vivre ensemble. Et nous prônons la cohésion sociale à travers le musée d'Olema de Niango. Et nous invitons vraiment les populations à venir visiter, à venir se ressourcer pour comprendre d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. C'est très important. Voilà. Donc, on revient au festival parce que l'inauguration du musée, c'est une des activités du festival. Mais vous avez parlé de la rue Marchand, vous avez parlé des prestations d'artistes, vous avez parlé des expositions et tout ce qui va se passer au niveau donc, du musée et donc du festival Festina. Du coup, les artistes invités et les autres invités, qui est-ce qu'on va voir à cette 2e édition du festival du Nakambe? Comme l'image se présente avec une tête, ce matin quand on venait dans le véhicule, on échangeait, ils ont fait l'état de 27 artistes. 27 artistes. Et il y a la liste d'attente. Ah oui. La liste d'attente. Donc
Les artistes, il y a quelques noms. Quelques noms, il y a Bamrabi, il y a Prince Romeo, il y a Ida Bassavé, il y a Maï Lengani, et puis il y a des artistes au niveau traditionnel, au niveau local. Les troupes les troupes traditionnelles qui se manifesteront pour la circonstance. Ouais. Alors, pour vous dire que la liste est longue, donc il y a un engouement au niveau artistique pour venir presser au profit des festivaliers. D'accord. Voilà. Donc, le festival aura lieu quand exactement? De quand à quand? Parce que vous dites que c'est sur quelques jours. Alors, le festival aura lieu du 28 au 30. Et le clou des activités, c'est le 29 samedi, qui sera suivi de l'activité phare qui est l'inauguration du musée. Yes. Alors, mais pour un avant-goût, le 27, vous savez, quand tu veux accueillir un étranger chez toi, le minimum est de mettre de l'hygiène. Il faut assainir le cadre. Donc, avec la délégation spéciale que je salue le PDS en passant, alors donc nous allons organiser une journée de salubrité le jeudi 27, donc pour pouvoir accueillir les manifestants et puis en même temps accueillir les festivaliers et les installer et pour que le top de bois soit effectif le vendredi. On a vu qu'il y a pas mal aussi d'autorités qui accompagnent ce festival. Oui. Nous, il y a par exemple tonton Zami, c'est comme ça que nous on l'appelle ici, qui fait partie des personnalités invitées, des parrains. Voilà. Donc cette année, il y a pas mal d'autorités qui vous accompagnent. Alors, donc permettez-moi de dire merci. Je dis merci tout d'abord en commençant par la première autorité de ce pays, à travers le président Ibrahim Traoré, qui donne l'occasion aux régions de développer leur culture. C'est ça, il dit les initiatives endogènes. C'est un élément moteur pour nous, c'est pourquoi nous on est galvanisés. Alors, à côté du président, il y a le gouverneur qui ne cesse tous les jours de nous demander à quel niveau vous êtes, à quel niveau vous êtes pour les manifestants. On dit, monsieur le gouverneur, soyez-en rassurés. Et si vous avez remarqué, il y a le ministre de la Culture. Il y a le ministre aussi de l'Énergie. C'est le patron de la cérémonie. Il a dit qu'il fera de tout son possible pour être là. Et nous, au passage, on leur dit merci. Merci d'être parmi nous pour valoriser nos cultures. Sans parler des parrains que vous avez vus. On en a en tout cas 5, les coparrains, qui sont là, qui nous accompagnent. Et vous, les médias, encore un merci à vous renouvelé. C'est grâce à vous que tout le monde entier saura qu'il y a Festina à Niago. Merci encore à travers votre premier responsable. Ok. Merci bien donc Madame Guébré, votre mot de fin. Le rendez-vous est pris de quand à quand, où est votre invite à l'endroit de la population. Ok, encore merci. Le rendez-vous est pris du 29 au 30 novembre 2025 et l'activité va se dérouler sur 2 sites, si je peux m'exprimer ainsi. Il y aura le site de la préfecture et il y aura le site du musée. Ça veut dire, après avoir fait l'ouverture du musée, il y aura peut-être quelques activités qui vont se mener là-bas. Et donc, le samedi, c'est la journée phare, comme il l'a dit, avec l'ouverture du musée qui sera probablement fait par le ministre de la Communication. Et donc, nous invitons vraiment les populations à faire le déplacement, à ne pas hésiter, à venir faire des découvertes. Et je profite également pour dire merci à nos invités d'honneur. Voilà, le prince Hakim de Tchenkodou qui a accepté joindre son image à cette activité. Il y a Adama Kamone, le représentant chargé de mission auprès de la région du Faso, dans la région du Centre-Est. On nous dit merci. Voilà. Vous détachez de votre Centre-Est. Ça va aller, c'est comme ça. D'accord. Donc, nous leur disons vraiment merci et nous les attendons pendant ces 3 jours pour que, en tout cas, la fête soit belle et que le musée puisse ouvrir ses portes à tous ceux qui vraiment veulent s'imprégner de la vie de la communauté Bissau. Bien sûr. Et Monsieur Guébré, votre mot de fin et votre mot de fin, c'est comme toute activité, et je pense le Festina, c'est juste lancer un appel, comme elle vient de le dire, à tout le Burkina Faso. Une activité culturelle demande un engagement.
Donc, à l'heure actuelle, nous pouvons dire qu'on est galvanisé par rapport à notre motivation pour la réussite de l'activité. Nous invitons les 4 coins du Burkina Faso à venir au festival, parce que ce n'est pas un festival comme les autres. Alors, particulièrement à mes parents présentés les Gounoussi, il y aura, on n'a pas parlé de l'art culinaire, il y aura des plats locaux, donc on va déguster. Alors, pour mes parents Gounoussi, il y aura barbecue de chiens, et puis bon, pour les Yarcé, il y aura curry ziendo avec associé de l'arachide. Alors, et le pari est gagné. Bon, d'accord. Je ne veux pas, excusez-moi, on ne peut pas venir sur ce plateau sans parler de ce monsieur qui a eu l'initiative. Alors, monsieur Gevrey Issouf, au passage, alors on lui tire nos chapeaux, donc on lui dit merci et on souhaite que Dieu Tout-Puissant l'accompagne dans ses œuvres et que également le Cri Wobogo 2 de Niago, avec sa bénédiction, que cette activité se passe très bien. Merci, on espère également pour vous. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Restez avec nous, on va regarder le spot publicitaire donc, de votre activité, le Festina, et puis on revient. Merci. Sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous la présidence du gouverneur de la région du Nakambé, sous le parrainage du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, sous les coparrainages du président du patronat burkinabé de la région du Goulmou, le DG du CHU de Bogodogo, Bila Aruna, ambassadeur de la paix, Roger Zami Guébré, Maï Lengani, marraine artistique, invité d'honneur, Prince Hakim Minougou, le président du patronat burkinabé de la région du Nakambé, Seydou Boro, PDG de Bopa International, Adama Kamboné, chargé de mission auprès de la présidence du Faso de la région du Nakambé, sous la bénédiction de Nabawobgo II, chef de Niaogo, le commissariat général du Festina organise du 28 au 30 novembre 2025 le festival de Nakambé sous le thème « Valorisation de nos cultures et cohésion sociale ». Au musée d'Olema de Niaogo, dans la province du Boulougou. À cette occasion, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme procédera à l'ouverture officielle du musée d'Olema de Niaogo le 29 novembre. Population de Niago et environnants, réservons un accueil chaleureux à nos hôtes. Au programme, course de pirogue, concours de pêche à la ligne, exposition vente au musée, dépistage du col de l'utérus, dépistage de diabète, dépistage de l'hypertension artérielle, don de sang, prestations d'artistes, crosse populaire, panel et rue marchande. Ensemble, faisons de la culture le socle de notre développement. Pour découvrir le musée d'Olema, mais surtout aussi vivre cette deuxième édition du festival, dénommé Festina, donc festival du Nakambé. Alors, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez grand soin de vous et on se dit à demain. Tschüss.